morning, ladies and gentlemen. Welcome. Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue à Bruxelles pour ceux qui viennent d'ailleurs. Bienvenue à cette réunion du briefing de Bruxelles numéro 56 sur l'interaction terreau-énergie et les implications pour les systèmes alimentaires. Je suis Isolina Boto, directrice de JTA Bruxelles, mais je suis pour cette réunion la coordinatrice du Bruxelles de briefing que nous organisons depuis 2007 avec le concours de la Commission européenne, principalement la DG DEFCO et les autres DG et le secrétariat ACP qui nous reçoit aujourd'hui, ainsi que Concorde, qui est une plateforme européenne d'ONG européennes et d'autres partenaires en fonction des thématiques. Merci infiniment de votre présence et merci à tous ceux qui nous suivent sur Internet, car la réunion est diffusée et enregistrée. Vous trouverez les vidéos par la suite sur le site Internet. Nous avons une thématique très importante à traiter aujourd'hui, l'interaction terre-eau-énergie. Il s'agit d'une perspective qui reconnaît que la terre, l'eau et l'énergie sont étroitement liés et dépendants. En fait, ce que nous allons traiter aujourd'hui est la nécessité d'accepter l'interaction, justement les liens entre les choix socio-économiques. Il faut mesurer l'interdépendance de ces trois éléments et de prendre les mesures idoines et d'ajuster les systèmes de résilience pour qu'ils puissent résister aux chocs. Et il s'agit là d'une question très complexe qui arrive à point nommé. C'est nécessaire pour de nombreux pays. Nous exprimerons pourquoi il nous faut nous y atteler. Et plusieurs points que nous allons aborder aujourd'hui seront explicités par un graphique qui montre les interconnexions. Alors, là, il y a également un lien avec la sécurité. Nous sommes dans un contexte de la mondialisation et de la codification des ressources naturelles. Alors là, nous parlons de la transformation de nos systèmes alimentaires qui résulte de cette pression sur les ressources naturelles, notamment face à la menace du changement climatique. Quelles sont les conséquences sur notre consommation de ressources ainsi que notre transition diététique. C'est également un aspect assez intéressant. Il y a là la prévention des conflits, d'ailleurs, dans cette dimension. Donc c'est vraiment un plaisir pour moi de pouvoir montrer toutes ces perspectives à ce briefing, de la politique, la pratique, la recherche, des études de cas, notamment l'Éthiopie, l'Afrique du Sud, mais les autres orateurs nous donneront les différents lieux où cette interaction se retrouve, mais ils nous donneront également une idée des défis que l'on retrouve. Plusieurs orateurs proviennent des États-Unis, notamment de l'Université de Berkeley. Merci au professeur Dodorico, également à notre collègue du World Research Institute et M. Conway. La dernière fois que je vous ai vu, vous présidiez une réunion sur les petits exploitants. J'ai essayé à plusieurs reprises de vous inviter ici, vous me disiez continuez d'essayer, c'est ce que j'ai fait et vous voici. J'ai lu la plupart, si pas tous les rapports de Montpellier qui sont très utiles, très édifiants et qui nous en apprennent beaucoup sur votre travail. Merci infiniment à toutes et à tous. Sans plus tarder, alors tout d'abord, j'aimerais vous remettre les regrets de nos collègues du secrétariat ACP. C'est la première fois qu'ils ne peuvent être présents. Le secrétaire général est en déplacement. Le sous-secrétaire général qui nous soutient toujours se trouve à Genève, car nous co-organisons une réunion à Genève pour la conférence Aid for Trade. Et donc la Commission européenne
le groupe, donc le CTA, Tradecom sont présents. J'espère qu'un membre du secrétariat pourra nous rejoindre d'ici à la fin de la réunion, mais pour le moment, ce n'est pas possible. Donc, ce matin, ce sera la Commission européenne. Donc maintenant, je donne sans plus tarder la parole à Leonard Mizzi, qui est le chef d'unité du développement rural, de la sécurité alimentaire et de la nutrition. Leonard Mizzi, comme vous le verrez dans les biographies, a une très grande expérience dans la politique et la pratique, donc à la Commission européenne, dans plusieurs capacités. Il a étudié les marchés européens à l'école. Et donc nous sommes vraiment ravis qu'il soit dans le développement. Merci infiniment de votre présence ce matin. Merci Isolina. Bonjour à toutes et à tous. C'est toujours un plaisir d'être ici au briefing de Bruxelles. Quand Isolina a contacté la DEFCO pour trouver une thématique, nous lui avons dit directement il faut que nous fassions une réunion sur la terre, l'eau et l'énergie, notamment sur l'eau et la dimension terre-eau, car nous le disons toujours que l'eau c'est le nouveau pétrole dans certains endroits du monde. Et ce qui se passe, c'est que pour les crises alimentaires émanent de l'utilisation de l'eau. Alors, nous avons notre collègue parmi nous aujourd'hui. Avec le professeur Conway, nous avons échangé à plusieurs reprises. Nous avons tenu plusieurs événements de haut niveau et sa présence aujourd'hui témoigne du rôle important du panel de Montpellier et des analyses sur de ce domaine de travail et de cet institut. Nous sommes tous d'accord pour dire que les questions de terre, eau et énergie sont clés pour résoudre la crise alimentaire. Nous parlons des systèmes alimentaires et si vous allez à la conférence, comme je l'ai fait moi-même, cette question est prioritaire à l'ordre du jour. Et je vais vous donner des chiffres clés sur l'eau et ce sera certainement explicité par la suite, mais 2,1 milliards de personnes n'ont pas accès à des services, à de l'eau potable. 90% de toutes les catastrophes naturelles sont liées à l'eau. Donc cela provient de l'ONU. L'agriculture représente 70% de toute l'eau, de l'utilisation d'eau dans le monde, source FAO, et donc aussi une grande partie de l'eau est utilisée pour la production, et donc quelques 400 000 enfants par an meurent d'une maladie liée à l'eau, aussi FAO. Pour répondre à la demande, il faut que nous pensions différemment. Et depuis 2011, la Commission européenne a rétabli les priorités du développement durable et s'est concentrée sur plusieurs secteurs clés, en ce compris l'agriculture. L'interaction terre, eau et énergie et le système alimentaire est clairement une façon de maximiser les opportunités et d'obtenir des résultats. Et nous devons le renforcer dans nos activités dans d'autres secteurs. Cette approche est un changement vers une solution qui soit plus cohérente et plus intégrée. Intégrer l'eau, l'agriculture et les secteurs de l'énergie. Alors c'est peut-être évident que tous les gouvernements des organisations internationales et les donateurs doivent adopter cette approche. Cependant, cela reste difficile. Une approche intégrée exige un mode de pensée créatif, des institutions flexibles, de nouvelles relations et une vision à plus long terme. De plus, dans le contexte de l'agenda 2030, les ODD et cette nouvelle perspective est d'autant plus appropriée.
L'eau, l'énergie se retrouvent dans les ODD 6 et 7, ODD 12, garantir la consommation durable, et cela est un bon exemple de ce que tente d'obtenir cette nouvelle approche. La communauté mondiale est consciente de cette interaction, mais jusqu'à présent, cela a été traité de manière trop isolée dans les limites d'un certain secteur, et les responsabilités n'ont pas été totalement reconnues. Il y a un manque de coordination entre les ministères et des incohérences entre les lois et les cadres réglementaires, et cela engendre des initiatives qui ne sont pas alignées sur les besoins. Et d'où la nécessité d'un dialogue, d'une coordination pour garantir que les bénéfices soient bien obtenus et que les sauvegardes soient mises en place. Au début 2016, la Commission a lancé avec l'Allemagne le programme de dialogue sur l'interaction terre-eau-énergie. Cela sera présenté par mon collègue plus tard. Et donc, hormis ce dialogue et les autres activités, nous avons également intégré dans la proposition des programmes régionaux un support institutionnel à hauteur de 10 millions de l'Union européenne et 3,5 millions du GIZ qui mettra en œuvre l'action, et un programme financé par l'Union européenne. L'approche est également importante pour l'utilisation des terres, ce qui contribue à la réalisation de plusieurs objectifs agricoles, alimentaires, à la biodiversité, la résilience au changement climatique. Et donc, nous sommes également en train de préparer des initiatives sur les paysages pour nous attaquer simultanément à ces objectifs au niveau des pays. Nous avons également un portefeuille, comme vous le savez, de plusieurs initiatives sur la recherche agricole pour le développement, qui est un portefeuille de 270 millions d'euros, qui appuie plusieurs mesures qui promeuvent entre autres une réponse aux défis liés à l'eau et à l'énergie. Cette approche ne peut fonctionner que si les populations qui vivent sur ces terres et les populations indigènes ont des droits fonciers garantis, et que si les terres sont traitées de manière durable. Et donc, il faudra appuyer les droits fonciers de ces populations via des programmes qui ont des dotations de plusieurs centaines de milliers d'euros. Nous devrons également garantir le maintien de certaines facilités, certaines installations indispensables pour l'agriculture, et donc cela représentera un véritable défi pour notre bien-être. Je pense également que ce qui s'est passé au Cap il y a quelques années, cette thématique sera également importante au forum de haut niveau sur le développement durable. Je vois qu'il y a plusieurs organisations, notamment de l'ONU, sur le changement climatique, qui parlent de l'importance de l'eau pour réaliser les ODD. Je pense que la réunion d'aujourd'hui est également la conférence de HLP qui démarrera en juillet montre l'importance de la thématique. Il s'agit d'une composante importante dans la prochaine Commission européenne, et cela fera partie intégrante du portefeuille du nouveau MFF, notre prochain cadre financier pluriannuel, et donc les travaux de ce jour et les conclusions d'aujourd'hui pourront contribuer au travail de la nouvelle commission, et nous sommes impatients de tirer ces conclusions avec le CTA pour faire une compilation de ces résultats. Merci infiniment, ce sera un plaisir de recevoir donc vos retours plus tard aujourd'hui. Merci Isolia. Thank you very much, Léonard. Je vous remercie, Léonard. Merci infiniment de nous avoir proposé ce thème très intéressant qui nous a beaucoup stimulé aussi dans sa préparation. Nous avions déjà préparé un briefing sur l'eau que nous consommons en 2008, et vous trouverez les documents en ligne. D'ailleurs, nous avions comme partenaire l'Institut international de gestion de l'eau,
où travaille Madame Kofi, qui se joint à nous ce matin. Nous avions eu alors des débats très intéressants et nous avons donc des documents très pertinents en ligne sur la question. Merci encore. Sans plus tarder, je vais donner la parole à Michael Aylou, directeur du CTA, organisation où je travaille, et donc qu'il dirige depuis 2010. Avant le CTA, il a travaillé au CGIR, à l'ICRAF, au CIFOR en Indonésie et a également une riche expérience académique universitaire. Le CTA est basé à Wakkenhead aux Pays-Bas depuis 83. Nous avons un petit bureau à Bruxelles, mais le gros du personnel travaille donc à Wageningen aux Pays-Bas. Merci Isolina. Bonjour à tous. Je voudrais moi aussi vous souhaiter la bienvenue à cette séance d'information. Je remercie tout particulièrement nos orateurs pour avoir accepté de se joindre à nous. L'essentiel de mon allocution a déjà été couvert par Léonard en termes de contexte, en termes de défis, en termes de chiffres également sur ce thème. Je serai donc assez bref. C'est vrai que ce thème est particulièrement pertinent dans la réalisation des ODD, mais aussi pour nous permettre d'atteindre les objectifs de l'accord de Paris sur le changement climatique. Nous savons tous que à garantir l'accès à l'eau, l'énergie et l'alimentation à tous est l'un des plus gros enjeux auxquels l'humanité est confrontée aujourd'hui. Et Léonard nous a déjà donné les chiffres. Le nombre de personnes souffrant de faim ne cesse d'augmenter. Il se situe aujourd'hui à 850 millions de personnes, essentiellement à cause des conflits de guerre et des effets exacerbés des changements climatiques. Et quant à l'énergie, 1 milliard de personnes n'ont toujours pas accès à l'énergie. L'autre élément que je voudrais souligner, c'est que l'agriculture utilise énormément d'eau, jusqu'à 70%, mais cela concerne aussi le type de culture que nous plantons, sans oublier le pourcentage que représente l'élevage. Il faut 3 000 à 350 000 litres d'eau pour une tonne de riz et encore plus pour produire de la volaille. Donc, le type d'aliments que nous cultivons a aussi une incidence. Les pertes des denrées alimentaires sont aussi un aspect qu'il faut prendre en compte. 45% des denrées alimentaires sont perdues après récolte, surtout dans les pays en développement. Et cela exerce une pression sur les ressources naturelles. Enfin, je voudrais dire que lorsqu'on aborde la question de l'amélioration du système alimentaire tout au long de la filière agricole et afin d'améliorer l'utilisation énergétique grâce à des technologies novatrices, données satellitaires et autres, le CTA travaille beaucoup dans ce domaine, dans l'utilisation de données satellitaires sur un certain nombre de ces projets, en l'occurrence au Soudan, où grâce aux données satellitaires, nous avons pu fournir des informations sur les cultures, l'humidité des sols, les nutriments nécessaires. Grâce à ces données, les paysans ont bénéficié de conseils en matière de vulgarisation qui leur ont permis ensuite de réduire leur consommation d'eau et d'accroître la productivité de l'ordre de 60%. À partir de là, nous avons aussi
monter un autre projet en Ouganda financé par l'Office spatial hollandaise. Je me réjouis en cela de la présence de Rudy à nos côtés ce matin. Donc, nous avons monté ce projet en Ouganda qui nous a permis de reproduire cette approche à travers laquelle nous utilisons les données satellitaires pour donner des estimations météorologiques et nous touchons plus de 300 000 paysans avec des résultats conséquents en matière d'utilisation des ressources et d'amélioration de la productivité. Le message clé que je voudrais lancer, c'est que nous devons réellement chercher à savoir comment l'innovation numérique, la technologie, peuvent nous aider à améliorer l'efficacité des ressources et la productivité. Je pense qu'il y a un énorme potentiel en la matière. Nous venons d'ailleurs de lancer un rapport sur la numérisation de l'agriculture en Afrique, dont j'ai un exemplaire ici, mais vous le trouverez également disponible en ligne. À travers ce rapport, nous essayons de montrer comment différents types de solutions peuvent permettre d'améliorer la productivité, les revenus, l'accès au marché, renforcer la résilience aux effets du changement climatique. Nous devons donc intégrer ces innovations à nos activités pour améliorer les systèmes agroalimentaires, qu'il s'agisse de petits paysans ou de grosses exploitations. Je suis donc impatient de passer aux échanges avec vous et encore une fois, je voudrais remercier nos orateurs d'avoir accepté de se joindre à nous. Merci.